messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de la Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, le chômage toujours à la hausse en Hollandie, ça sent le sapin. Dernière trouvaille d'Arnaud Montebourg, après la marinière, la mine de rien, sacré Arnaud. Soirée de réinformation sur la Russie à l'initiative du dialogue franco-russe et du RIF. L'Ukraine appelle la Russie à son secours, comment pourrait-elle ne pas intervenir? Hélène Carrère d'Encausse devrait être plus écoutée par la diplomatie française. Marcel Sekaldi porte plainte contre le pouvoir libyen en France avant de l'étendre aux pays membres de l'OTAN. Israël, Tsahal dénoncé pour sa violence illégitime et disproportionnée. Bahreïn, silence on tue et là aussi tout le monde s'en fout. Quand Saint-Pétersbourg devient Pétrograd, et l'émission à bâton rompu reçoit le général Pinard-Legris pour parler de l'armée française. Au vu des derniers chiffres du chômage, force est de constater qu'il n'y a pas qu'aux Jeux olympiques de Sotchi que la France bat des records. Malheureusement pour elle, ce type de résultat ne lui rapporte rien. Dans cette discipline, on s'entraîne au contraire à rejeter la responsabilité et à fuir les projecteurs. Même si la presse en fait l'écho, personne ne viendra retirer sa médaille d'or de l'incompétence, sa médaille d'argent des fausses promesses ou celle de bronze des prévisions erronées. Même le capitaine de l'équipe n'y croit plus. François Hollande, qui a bâti sa stratégie vis-à-vis des Français sur le principe d'une croissance retrouvée et d'une courbe du chômage inversée, est bien obligé de se rendre à l'évidence. Les seules courbes qui se soient inversées sont celles de la pauvreté et de la précarité. Le chômage augmente proportionnellement à la chute de sa popularité et surtout de cette confiance que lui refusent les Français. On peut avoir les meilleures intentions et ne produire que du vent, ce qui n'est pas très utile, vous en conviendrez, pour un capitaine de pédalo. Les derniers chiffres du chômage sont donc tombés comme le couperet sur le cou du condamné. Ils ne sont pas bons, vraiment pas bons. Malgré l'annonce de la frêle reprise de 0,3% de croissance ou la mise en place des divers dispositifs, tous plus compliqués les uns que les autres, le ministre du Travail, Michel Sapin, vient d'annoncer le nouveau record de 3 316 000 demandeurs d'emploi. Un chiffre qui ne tient pas compte des personnes avec une activité réduite et des départements d'outre-mer, avec lesquels on arrive à un total de 5 229 000 demandeurs d'emploi. Un résultat qui peut être encore majoré si l'on comptabilise les radiations coutumières de Pôle emploi. Alors que fait le gouvernement? Comme à son habitude, il babille, il pérore et il jase pour tenter de se dédouaner. Un mal bien français qui veut que la victoire soit personnelle mais la défaite collective. Le ministre du Travail a donc pris acte de l'échec du gouvernement en déclarant, je cite, « Tant que ça ne recule pas, c'est que ça ne va pas ». Et dans la même veine, il ajoute « On ne peut pas accepter de vivre avec un pays où il y a plus de 3 millions de chômeurs, donc il faut faire reculer ». Cependant, comme nous vous le disions précédemment, c'est en vérité plus de 5 millions de chômeurs qui doivent être pris en compte. Ce déni permanent de cette réalité du chômage sur l'ensemble du territoire français ne leur permet pas d'envisager des mesures adaptées. Quant au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il a estimé, je cite, qu'il faut encore persévérer sans faiblir pour faire reculer durablement le chômage dans notre pays. Belle enfilade de lieux communs pour l'endormi de Matignon qui est retourné à sa sieste dans laquelle il persévère sans faiblir. Avec des coachs comme cela, l'équipe France ne peut pas espérer d'autres résultats. Les emplois dits d'avenir ne font qu'en boucher l'horizon et le dit pacte de responsabilité ne cible aucune des priorités du pays en matière d'emploi et semble avoir été fait pour les grosses entreprises du CAC 40 et non pour les 97% d'entreprises réellement productrices d'emplois, à savoir les PME-PMI. Tout au plus a-t-on fait un léger effort pour ne pas trop gréver le statut d'auto-entrepreneur qui permet à des chômeurs d'avoir l'idée saugrenue de remettre le pied à l'étrier en créant une activité permettant ainsi à l'État de récolter pour près de 4 milliards de cotisations sociales. Constatant aussi que la situation des 50 ans et plus continue de se dégrader sérieusement, Michel Sapin prévoit qu'un contrat de génération fera son entrée dans le pacte de responsabilité. Les seniors et les jeunes sont les plus touchés, avec un taux qui augmente pour les seniors et un taux qui ne diminue plus à près de 25% pour les jeunes.
De quoi être pessimiste pour cette jeunesse qui se considère méprisée et se déclare prête à la révolte. À Paris, comme en province, des bonnets rouges aux opposants de la Manif pour tous, en passant par ceux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les syndicalistes de mai 68 ont laissé leur place dans la rue à une génération en colère bien plus légitime que celle de leurs géniteurs. Car ils sont persuadés qu'ils ne connaîtront jamais autre chose que la crise. Près de la moitié d'entre eux pensent même qu'ils auront une vie pire que celle de leurs parents, qui n'est déjà pas folichonne, et que la vie de leurs propres enfants sera encore pire que la leur. Voilà ce qui motive leur engagement, refuser ce dramatique constat qui leur interdit d'avoir un avenir. Ils en veulent à ceux qui les empêchent de prendre les commandes de leur vie. Et à qui en veulent-ils justement? Près de la moitié d'entre eux déclarent ne pas faire confiance aux hommes politiques en général, qui sont jugés corrompus, lâches, utilisant mal leur pouvoir et vivant sur le dos des autres. Cependant, un espoir demeure dans cette jeunesse qui subit les derniers soubresauts d'un pouvoir capté par la génération de mai 68 dont ils sont les rejetons. Malgré le matraquage des valeurs individualistes et mortifères, ils sont 85% à considérer la famille comme un refuge et à affirmer qu'ils ne pourraient pas être heureux s'ils n'en fondaient pas. L'espoir fait vivre, dit un proverbe bien français, et la lutte, c'est encore de l'espoir. Cette jeunesse, elle, n'a pas envie de perdre. Devant la chute de popularité du président Hollande et des membres du gouvernement, certains commentateurs estimaient que les ministres finiraient par creuser et trouveraient certainement du pétrole. Il y en a au moins un que la boutade a inspiré et qui semble l'avoir pris au mot comme un défi. C'est Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif et donc de la réindustrialisation du pays, qui vient d'annoncer la création d'une compagnie minière publique qui verra le jour dans les prochains mois. Son but serait de reprendre les prospections abandonnées jusqu'à présent et d'en découvrir de nouvelles en vue d'assurer l'indépendance de l'approvisionnement de la France en matières premières. Une déclaration pour le moins volontariste et originale, mais qui ne parvient pas à escamoter la totale dépendance du pays dans le domaine du fait de l'abandon justement dans les années 90, Union européenne oblige, des structures d'exploitation. Mais la France se réserve uniquement les travaux d'exploration et de prospection. L'exploitation minière, proprement dite, ne se fera que par l'intermédiaire de joint ventures réalisées avec des entreprises du secteur, voire avec d'autres gouvernements de pays étrangers. On assiste donc à une prospection publique qui cédera l'exploitation des sites à des entreprises privées qui dicteront leurs lois, comme elles le font déjà dans d'autres domaines, sans tenir compte des nécessités des États concernés. Série de coïncidences humanitaires heureuses, la nouvelle société devra se développer hors de France dans les prochains mois via des filiales, notamment pour répondre aux requêtes d'États africains que l'actualité a justement rapprochés de Paris, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger ou la République centrafricaine. Bien évidemment, ce sont leurs nouveaux dirigeants qui ont demandé avec insistance à la France de se porter candidat à l'exploitation d'un certain nombre de ressources minières locales. Plus c'est gros, plus cela passe. Le pillage des ressources du continent africain continue donc, au nom de l'opposition à la politique chinoise, pourtant en tout point identique, mais peut-être moins hypocrite, notamment dans la guerre économique autour des terres rares dont les minerais, comme le coltan ou le lithium, rentrent dans la composition des éléments des nouvelles technologies de pointe, à l'origine de nombreux conflits actuels et à venir, et responsables du massacre et des déplacements de populations civiles. L'interrogation qui subsiste est de savoir au final à qui profitera ce pillage. Certainement pas aux États qui voient leur pouvoir de décision se réduire comme peau de chagrin, mais bien plutôt aux firmes internationales qui dominent le commerce international et imposent leurs diktats par le biais des organisations internationales. Ainsi, l'exploitation des sols français et des territoires d'outre-mer ne sera pas assurée comme auparavant par des entreprises stratégiques françaises, mais peut-être par des multinationales anglo-saxonnes. Une autre manière de voir disparaître les richesses nationales dans des fonds de pension étrangers et des obligations volatiles. Ces mêmes obligations seront ensuite revendues à des actionnaires français au profit d'une même oligarchie plutocratique. C'est exactement ce que l'époque du chaos libéral russe a tenté d'imposer à la Russie et à son peuple. Arnaud Montebourg n'a pas rechigné à accepter la comparaison de cette entreprise publique avec les grandes compagnies françaises ou les manufactures royales qui ont été mises en place au XVIIe siècle par Colbert, le responsable des finances sous le règne de Louis XIV. Promoteur du mercantilisme, il n'avait pour but que de remplir les caisses du royaume et professait l'intervention sans complexe de l'État dans l'économie, mais de manière temporaire. L'État devant impulser, stimuler, prévoir, organiser pour favoriser le développement économique du pays.
Pour ce grand personnage, le commerce est une guerre de l'argent. On pourrait penser qu'Arnaud Montebourg a eu au moins le mérite de la clairvoyance en s'inspirant des grands hommes, mais la comparaison s'arrête là. Car si le pouvoir est bien centralisé, il ne réside plus à Versailles, mais à Bruxelles et à Washington. Quant à la marge de manœuvre de l'État, elle est quasi nulle, comme le ministre du redressement productif en a fait l'amère expérience dans les divers dossiers qu'il a eu à gérer jusqu'à présent. Dans un échange avec Mazarin, Colbert s'interrogeait sur la façon de trouver de l'argent quand on est déjà endetté jusqu'au cou. Le cardinal lui a alors répondu, je cite, « Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'État en prison. Alors, il continue, il creuse la dette. Tous les États font ça. » Le problème ne date donc pas d'hier et il n'est pas nouveau. Alors peut-être serait-il plus judicieux aujourd'hui de revoir et d'étudier l'histoire que de s'appuyer exclusivement sur les ouvrages d'économie. Quoi qu'il en soit, l'État demeure encore et toujours la meilleure protection des peuples. C'est une excellente initiative d'Alain Bournazel, président du RIF, qui a rassemblé dans les locaux du dialogue franco-russe sur les Champs-Élysées Yvan Blot et Denis Pluvinage pour parler de la Russie de Poutine en des temps où la désinformation bat son plein. C'est Yvan Blot, bien connu des auditeurs de notre chaîne, qui a eu la mission de présenter la Russie politique. L'arrivée de l'officier Vladimir Poutine. Je dis de façon un peu provocante volontairement l'officier Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Poutine, donc, qui a été élu plusieurs fois président et qui a été Premier ministre, a permis à la Russie d'avoir une très grande stabilité politique. Mais ce qui fait sa particularité, c'est, à mon avis, de faire partie de cette classe très importante en Russie, déjà depuis les tsars, qui est la classe des officiers supérieurs, qui a toujours joué un rôle très important dans la défense du pays, mais aussi dans sa gouvernance politique. Il fait partie de ces militaires, vous savez, c'est une vieille tradition européenne. Dans tous les pays d'Europe, plus ou moins, on a des officiers qui se sont consacrés au service de la patrie, mais généralement pas tellement par goût de lutte. Vous savez, quand on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, on ne choisit pas d'aller dans l'armée, n'est-ce pas, cher ami, qui est un ancien officier de l'armée française. Voilà. Donc, c'est tout à fait différent des fameux oligarques qui ont nécessairement une autre vision des choses. Alors, les Américains sont hostiles à Poutine, tout le monde le sait. J'ai parlé de cette hostilité à Poutine, parce que ça, on ne peut pas parler de lui sans parler de l'hostilité qui est contre lui. Les USA sont hostiles à Poutine pour les mêmes raisons qui les ont rendus autrefois hostiles au général de Gaulle. Et d'une façon extrêmement véhémente, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui est tout à fait réelle, parce que les Américains ressentent comme des adversaires tous les patriotes qui ne sont pas manipulables ni achetables. Là encore, moi je suis relativement gentil dans mes qualificatifs, puisque de Gaulle a dit une fois, les Américains poussent en avant la pourriture politique. Là, il pensait à l'Amérique latine à l'époque. Et un jour, ils crèveront eux-mêmes de cette pourriture qui finira par les envahir chez eux. Bon. Donc, Poutine est un officier de renseignement à l'origine. Mais le renseignement, c'est l'armée. C'est comme la DGSE en France, c'est une partie de l'armée. Disons que c'est l'élite intellectuelle généraliste de l'armée. Et beaucoup d'anciens officiers de ce type jouent aujourd'hui un rôle dans les rouages de l'État russe. C'est vrai, il y a plusieurs ministres qui viennent aussi de cette administration. Encore une fois, dans la tradition occidentale, les officiers ont joué souvent un rôle important dans la vie politique, notamment dans les périodes tragiques. Par exemple, Franco en Espagne, De Gaulle en France, et même Eisenhower aux États-Unis d'ailleurs, ont donné l'exemple de grands chefs d'État issus de l'armée. Honneur et patrie, valeur et discipline, c'était la devise de la marine française, mais je dirais que c'est la devise de tous les officiers du monde. N'oublions pas d'ailleurs que ces officiers qui sont aujourd'hui souvent mal vus, et pas uniquement en Russie, chez nous en Occident, l'armée n'a pas bonne presse aujourd'hui, ces officiers, certes incarnent des vertus militaires qui ne sont pas aujourd'hui à la mode, mais n'oublions tout de même pas qu'ils ont joué un rôle extrêmement important, voire décisif, dans la résistance aux dictatures fascistes. Ce qui n'a jamais été le cas tellement, à mon avis, sauf quelques exceptions peut-être, dans les milieux bancaires ou parmi les parlementaires. La majorité des parlementaires, au moins qu'on puisse dire, dans les différentes, que ce soit en Allemagne nazie, que ce soit en Italie mussolinienne, ou que ce soit en France, les parlementaires, on ne peut pas dire qu'ils aient fait beaucoup de résistance. Donc ils ne sont pas tellement en mesure de donner des leçons, je pense.
Vous savez comme moi que la résistance allemande a été incarnée par le colonel von Stauffenberg. Franco, bien sûr, je sais, a dirigé un État autoritaire, c'est vrai, mais il a sauvé quand même 2 fois l'Espagne du totalitarisme. La première fois dans la guerre civile, en empêchant le communisme de prendre le pouvoir. Il n'y a aucune comparaison possible entre un régime communiste totalitaire et un régime franquiste autoritaire. Et la deuxième fois en résistant à Hitler, qui voulait effectivement faire passer ses troupes en Espagne et puis en faire une sorte de colonie allemande. Bon. En France, c'est pareil, des officiers comme Thierry d'Argentlieu, comme De Gaulle ont été parmi les premiers résistants. Les politiciens, comme les hommes d'argent, ne furent pas le socle de la résistance au nazisme. Ils ne figurent pas non plus en général parmi ceux qui résistent contre la colonisation des pays. Et ça reste vrai, je crois, aujourd'hui, pour l'Europe occidentale. Donc ça, c'est une première chose. Pour comprendre Poutine, je crois qu'il faut comprendre cette origine, je vais dire professionnelle, mais cette vocation, qui est la vocation militaire. Parce qu'on dit toujours ancien du KGB, vous avez l'air de dire, oui, ça, lui, il respire. Bon, en fait, c'est un officier. Bon, un officier de renseignement. Pour sa part, Denis Pulvinage, conseiller du dialogue franco-russe et coordinateur des rencontres des FR, a remarquablement synthétisé les idées reçues sur l'économie russe et les réponses apportées par les faits. On pourrait souhaiter que son exposé soit fourni aux professeurs des lycées français, car ce serait un élément de réinformation des plus utiles. Première chose, la Russie est une économie de rente. C'est une économie qui vit sur le pétrole et le gaz. Oui, peut-être, mais quand même. Les hydrocarbures représentent bien 50% des revenus du budget de l'État. Mais ça n'est que 10% du produit intérieur brut. Alors, quelques chiffres. Le produit intérieur brut, presque 2 milliards de dollars. Produit intérieur brut par habitant, 13 710 dollars. Ça veut dire que la Russie est entrée dans la catégorie supérieure de la Banque mondiale en ce qui concerne le produit national brut ou le produit intérieur brut par habitant. Ratio de dette publique, vous lisez bien, c'est 8,4%. Et encore, il n'y en a que 3,2% qui sont détenus à l'étranger. Population active, on y reviendra quand on parlera de chômage. Exportation, importation, ce qui est à retenir, c'est que la balance commerciale de la Russie est excédentaire de l'ordre de 10 milliards de dollars par mois. Les principaux clients de la Russie sont les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Chine et la France. Loin derrière, l'Allemagne a compris bien avant la France, d'ailleurs la France a-t-elle compris, que la Russie est une opportunité et qu'il y a un intérêt réciproque à faire du commerce avec ce pays. Les principaux fournisseurs sont la Chine et encore l'Allemagne, elle est des deux côtés, elle. Les ressources naturelles, effectivement, les ressources naturelles ont une grande importance dans l'économie de la Russie. La Russie détient 30% des réserves de charbon, de minerai de fer, de potasse, phosphate, etc. Je vous laisse lire. 12 à 13% des réserves de pétrole, 28 à 36% des réserves de gaz. Les fourchettes sont parfois un petit peu larges, c'est parce que, en fait, la taille des réserves dépend du cours du produit sur le marché. À certains prix, on peut aller chercher certaines réserves de pétrole. Si les prix descendent, il est plus raisonnable économiquement de le faire. Les forêts représentent 22%. Et alors, il y a un chiffre que l'on cite assez rarement. On entend dire que l'eau va devenir un problème, qu'à partir de 2015, dans certains pays, des parties importantes de la population n'auront plus accès à l'eau. Et 70% des réserves d'eau douce, sont en Russie. En particulier dans le lac Baïkal, qui à la taille de la Russie n'est pas un grand lac, mais qui est en réalité, il est non seulement grand, mais en plus extrêmement profond. Et les terres arables représentent 9,5% de la surface totale mondiale. Elles sont d'ailleurs pour l'instant exploitées en agriculture extensive, quoique certaines sociétés agroalimentaires européennes, françaises, commencent à s'installer dans le sud de la Russie, où elles importent des méthodes de culture plus intensives. Des gens comme...
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces interventions dans une nouvelle chaîne, Dialogue franco-russe, qui désormais se fera l'écho des très nombreuses initiatives de cette association fondée en 2004 par les présidents Chirac et Poutine. Co-présidée depuis 2012 par Vladimir Yakounine, président des chemins de fer russes, et Thierry Mariani, député et ancien ministre, cette association est devenue aujourd'hui un instrument majeur de communication directe entre les élites politiques, économiques et culturelles des deux pays. Elle est dirigée dans les faits par son directeur exécutif, le prince Troubetskoy. Les pyromanes de salon qui ont joué avec le feu en poussant une partie de l'Ukraine contre une autre, sans se préoccuper des conséquences humaines, pourront bientôt dénoncer l'arrivée des pompiers russes. Quelle est la réalité sur le terrain? Un groupe de factieux aux composantes hétéroclites, allant de Svoboda, national-socialiste, aux libéraux pro-européens, a pris le pouvoir à Kiev, les armes à la main. Au sein de l'Assemblée nationale, la Rada, ils ont menacé de mort les députés qui désiraient rester fidèles aux institutions et au gouvernement démocratiquement élu en 2010. Depuis, ils ont multiplié les provocations. Par exemple, en interdisant la langue russe parlée par la majorité des Ukrainiens, y compris à Kiev, ou en interdisant le Parti des régions et le Parti communiste qui représentent à eux deux plus de 51% des électeurs aux dernières élections. Malgré tout ce que peuvent dire les chancelleries occidentales, c'est un pouvoir dictatorial qui s'est mis en place à Kiev. Les parlements régionaux, au nombre de 24, eux aussi démocratiquement élus en 2010, sont de plus en plus nombreux à contester les décisions autoritaires prises à Kiev sans leur consentement. En effet, dans la constitution ukrainienne de 2004, remise en application par les insurgés eux-mêmes, la nomination du ministre de l'Intérieur et des principaux chefs des services de sécurité doit être soumise à l'approbation des parlements régionaux. Il n'en a rien été, les factieux violant eux-mêmes la constitution qu'ils ont tant réclamée. Cette défiance vis-à-vis de l'assemblée illégale de la Rada a amené plusieurs parlements régionaux à s'émanciper de Kiev et à assurer les pouvoirs régaliens dévolus en temps normal au pouvoir central. Et cela ne concerne pas seulement les régions de l'Est réputées plus russophiles, mais ce sont également des régions de l'Ouest qui font défection sous la pression de la population qui se méfie des aventures hasardeuses des insurgés de la place Maïdan. Il est faux de croire, comme s'ingénie à le faire la presse occidentale, que la population ukrainienne est favorable à la prise du pouvoir à Kiev. Même la population de Kiev ne s'est pas mêlée de l'insurrection qui a tout au plus concerné 2000 personnes venues en quart des 3 régions les plus à l'ouest et les plus russophobes. Quand les députés de Sébastopol font hisser le drapeau russe sur le Parlement régional, ils ont la légitimité que leur ont conférée les urnes. Une légitimité qui manque cruellement à la Rada pour déposer le président Yanukovych. Cette légitimité se voit aussi dans le fait que de nombreuses unités de l'armée ukrainienne ont refusé l'ordre de mobilisation décrété par la Rada et se déclarent sous l'autorité des parlements régionaux et des forces d'autodéfense. Le chef suprême de la marine ukrainienne a lui-même prêté allégeance au gouvernement de la République de Crimée. L'Ukraine est ruinée, divisée et en passe de subir la loi de milices factieuses. Depuis janvier, près de 675 000 Ukrainiens ont cherché refuge en Russie en traversant la frontière. L'agence Reuters, qui ne peut quand même pas être soupçonnée de sympathie pro-russe, parle déjà d'une catastrophe humanitaire. Que doit faire la Russie face à la demande des autorités ukrainiennes, légalement élues, qui se mettent sous sa protection en invoquant le sort de populations russes comme en Crimée ou russophones comme à Kharkov, Donetsk, Lugansk, Zaropojie, Odessa et j'en passe. Doit-elle rester impassible devant les manifestations populaires qui rassemblent des dizaines de milliers d'Ukrainiens brandissant des drapeaux russes pour montrer qu'ils refusent l'aventure de Maïdan? Doit-elle rester impassible, violant par là même les accords de défense qu'elle a signés avec l'Ukraine, représentés à ce moment par un gouvernement légal? En quoi la France est-elle plus légitime à intervenir en Centrafrique que la Russie ne le serait à intervenir en Crimée et en Ukraine? En quoi la France est-elle plus légitime à intervenir en Côte d'Ivoire que la Russie ne le serait à intervenir en Crimée et en Ukraine? Au moins, la Russie intervient-elle à la demande des populations et non contre elles? Les Ukrainiens ne veulent pas devenir russes. Ils aspirent avant tout à la paix et à l'unité. Et pour cela, ils refusent le gouvernement illégal mis en place par une assemblée illégitime, non élue, et tirant sa force des milices qui l'ont porté au pouvoir. Et pour se protéger de cela et des interventions étrangères qui ont favorisé cette anarchie, ils se tournent vers la seule force protectrice qu'ils connaissent, la Russie.
Les États-Unis, avec la Hollandie en remorque, les plus lucides diront la Hollandie en laisse, trouvent que le brasier qu'ils ont eux-mêmes allumé est trop chaud et menacent de boycotter le G8 de Sotchi si la Fédération de Russie répond à ses obligations morales et internationales. Ils ont déjà boycotté les JO et la fête n'en a été que plus belle. Le sort de milliers d'Ukrainiens vaut bien une chaise et une écuelle vide. C'est à une grande voix française que les rédactions de ProRussia.tv et de La Voix de la Russie sont allées demander sa position sur la crise ukrainienne. Immortelle de l'Académie française, première femme à en devenir secrétaire perpétuelle, Hélène Carrère-Dancos, que la clairvoyance d'historienne et les talents d'écriture ont fait titulaire des plus grandes distinctions françaises, russes, mais aussi belges et brésiliennes, a bien voulu nous recevoir dans ses bureaux rue de Seine, avec une vision extrêmement aiguë du présent, du passé et du devenir des nations de l'Est européen. Elle est incontestablement l'une des voix qui devrait beaucoup plus compter dans la diplomatie française, à l'instar d'un Jean-Pierre Chevènement ou d'un Hubert Védrine. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. La crise ukrainienne donne l'occasion à la presse française d'étaler une certaine russophobie, un certain va-t-en-guerre même, parce qu'on sent qu'elle attise elle-même les feux sous la marmite. Quelle est votre analyse en tant qu'expert de la Russie et généralement beaucoup plus posée? Écoutez, je vais vous dire, d'abord, je ne porterai pas de jugement sur la presse française, c'est pas mon problème. Je dirais qu'il y a dans ce pays des voix qui sont des voix raisonnables, intéressantes et avec une grande compétence. Je citerai la voix d'Hubert Védrine, de Jean-Pierre Chevènement. Ce sont des gens qui savent de quoi. Hubert Védrine a été un immense ministre des Affaires étrangères, certainement, probablement le meilleur que nous ayons eu dans les 30 dernières années. Chevènement connaît très bien les problèmes de la Russie et il est le représentant du président de la République pour la Russie. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Moi, il m'intéresse aux gens avec qui je peux dialoguer. Alors, je dirais que c'est vrai que d'une certaine façon, mais c'est pas propre, il y a un vague souvenir de la guerre froide, ou une espèce de presque une nostalgie de la guerre froide. Et pour une raison simple, hein, c'est que c'était sympathique la guerre froide. On était les gens bien, et en face c'était les gens qui étaient méchants. Et on met l'Ukraine dans cette perception. Or, l'Ukraine, c'est une affaire qui exige une grande réflexion sur l'histoire. Si on ne pense pas à l'histoire, si on ne sait pas de quoi il s'agit, si on croit que l'Ukraine c'est comme ça, un pays qui est là et on dit, ah bon, il faut qu'il signe tout de suite un papier avec l'Europe, il ne faut pas qu'il signe un papier avec la Russie, eh bien à ce moment-là on se trompe. Alors, je dirais que le problème ukrainien, si je résume ma propre perception, il y a d'abord un problème qui tient à la géographie et à l'histoire. La géographie, parce que c'est un pays... d'abord, l'Ukraine, dans sa totalité, est une formation tardive. Il n'y a pas d'Ukraine comme ça qui traverse les siècles. Il y a Kiev, qui a été le berceau de la Russie. Et ça, c'est déjà une première chose. C'est là que la Russie a été baptisée. C'est là que l'identité nationale russe s'est forgée. L'identité nationale, c'est une identité chrétienne russe. Or, la chrétienté, c'est Kiev, c'est le baptême par Vladimir en 988. Puis, les invasions mongoles ont fait que qui se sont abattus sur Kiev, ont fait que les Russes ont fui vers le nord, vers les forêts du nord, et que c'est là que l'État russe s'est formé ensuite autour de Moscou. Mais le lien viscéral n'a jamais été perdu. Il n'y avait pas d'Ukraine à ce moment-là, il y avait une Russie. Bon, au XVIIe siècle, l'Ukraine, ce qui était sur le territoire ukrainien, était en partie sous l'autorité polonaise, en partie vaguement dans le désordre, et ces Ukrainiens sont tournés vers la Russie pour échapper à l'autorité polonaise et pour demander l'intégration dans la Russie. C'est le père de Pierre le Grand qui a intégré ce qui est aujourd'hui l'Ukraine orientale, ce qui a été l'Ukraine de l'Empire russe, dans la Russie. Il est resté une partie ukrainienne qui a fait partie de l'Empire austro-hongrois, puis qui après la Première Guerre mondiale a été rattachée à la Pologne, et après la Seconde Guerre mondiale seulement a été rattachée à l'Union soviétique. C'est-à-dire que l'unité ukrainienne, cet État ukrainien dont on parle, tel qu'il est formé, je dirais qu'il est composé de cette partie qui a fait partie de l'histoire russe, de cette partie qui est rentrée dans l'État soviétique en 1945, et il faut y ajouter quelque chose
qui n'est pas ukrainien, c'est la Crimée. La Crimée, c'était le territoire des Tatars. Et ce territoire des Tatars qui avait été déporté par Staline, Staline déportait des peuples qu'il considérait comme collaborateurs, après la déstalinisation. Staline avait déporté plusieurs petits peuples. Et il avait d'ailleurs une remarque terrifiante. Il avait dit, si je devais déporter tous les peuples collaborateurs, j'aurais déporté tous les Ukrainiens, mais ils sont trop nombreux pour que je puisse le faire. Et il s'était attaqué à des petits peuples du Caucase et les Tatars de Crimée. Il les avait déportés, et après le 20e congrès, ces peuples ont été réhabilités. Et à ce moment-là seulement, s'est posé le problème du retour des Tatars. Et les Tatars voulaient rentrer sur leur terre natale. Le pouvoir soviétique ne voulait pas entendre parler de ça. Et c'est à ce moment-là que Nikita Khrouchtchev, après, lorsqu'il a été au pouvoir, a fait cadeau, a décidé de transférer cette Crimée, qui avait été conquise par Catherine II au XVIIIe siècle, 1783, il a décidé que la Crimée devait être rattachée à l'Ukraine uniquement pour transférer aux Ukrainiens le fâcheux problème de comment faire avec les Tatars qui veulent rentrer sur leur terre et on ne veut pas les faire rentrer. Bon, il n'a pas imaginé qu'il y aurait plus d'Union soviétique, mais ça montre la diversité de l'Ukraine. Alors la vérité, c'est que depuis 1991, et je crois que c'est ce qu'on oublie tout à fait aujourd'hui, si l'Ukraine est indépendante, c'est pas parce qu'elle a acquis son indépendance, c'est parce qu'en 1991, la Russie a dit c'est fini l'Empire russe, chacun, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes l'emporte. Mais je dirais que c'est une décision russe de donner l'indépendance à l'Ukraine comme aux autres. Et à l'Ukraine, c'était plus compliqué parce qu'il y a précisément ces liens historiques tellement profonds. Et à cette décision s'est ajoutée une seconde décision, celle de ne pas toucher à la Crimée, pourtant, je dirais, patrimoine russe, il n'y a pas de doute là-dessus, et parce que la doctrine des indépendances, ça a été qu'on ne touche pas aux frontières telles qu'elles sortent de l'État soviétique. Bon, c'est-à-dire, au fond, la Russie a véritablement fait deux sacrifices, l'indépendance et l'abandon de la Crimée. Ça n'a pas été simple, mais ça a été comme ça. C'est ce qu'on oublie trop facilement. Mais la Russie n'a jamais pensé elle a essayé de construire un rapport de confiance avec ses anciennes possessions, et particulièrement important à l'heure de ses indépendances avec les possessions slaves, l'Ukraine et la Biélorussie. Voilà, or ça ne s'est pas révélé facile. La révolution orange a été, je dirais, une tentative largement soutenue par les États-Unis, et pour une raison que l'on ne connaît pas non plus, on ne sait jamais, c'est qu'il y a aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord en général, une diaspora ukrainienne extraordinairement importante, qui joue un rôle de lobby politique considérable, et pour qui écarter l'Ukraine de la Russie était une ambition. Et la révolution orange a été une démonstration farouchement anti-russe, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, la révolution orange a mal tourné parce que l'Ukraine a été extrêmement mal gérée, tout ça a tourné au désastre économique. Et on est dans la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que l'Europe ne paye pas justement sa méfiance avec la Russie? Si l'Europe a collaboré avec la Russie, est-ce que la solution n'aurait pas été immédiate? Mais évidemment qu'il fallait que le problème ukrainien soit traité dans une sorte de condominium entre l'Europe et la Russie. Ce qu'on peut trouver sous des formes diverses. Or, on a mis l'Ukraine devant un choix, pratiquement. Ou vous acceptez de signer un accord d'association ou de libre-échange avec nous, ou vous traitez avec la Russie. C'était pas ou, c'était et qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème ukrainien. Mais on a traité ça comme un problème, un arrachement. On a arraché l'Ukraine à la Russie sans d'ailleurs pouvoir lui donner ce dont elle avait besoin. Oui, parce que l'Union européenne n'avait pas les mêmes capacités financières que la Russie, justement, à ce moment-là. Alors, comment voyez-vous l'avenir maintenant? Je crois que le seul avenir acceptable, c'est que le dialogue soit restauré entre l'Europe et la Russie, et que ce soit ces deux ensembles qui prennent en main la situation de l'Ukraine pour essayer de l'aider. Tout simplement, d'abord, l'Europe ne peut pas financer la mise à flot de l'Ukraine. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas
mettre toute l'Ukraine de son côté, tout simplement parce que l'Ukraine est trop diverse et qu'il ne faut pas la mettre devant ce choix tragique. Donc il faut une coopération, je ne sais pas quelle structure de coopération. Ce matin j'ai entendu Igor Ivanov et l'ambassadeur de Pologne qui disaient très justement il faut commencer par mettre sur pied un groupe de contact et là-dedans travailler. Brzezinski, qui pourtant Dieu sait est anti-russe, a dit il faudrait trouver une solution à la finlandaise. Il est clair que, et pourtant Brzezinski a toujours été, c'est-à-dire il faut admettre que l'Ukraine ne doit pas être déchirée et choisir d'un côté ou de l'autre. Et aussi longtemps qu'on voudra des solutions radicales, eh bien on peut aboutir à l'éclatement de l'Ukraine à ce moment-là, et ça crée, je dirais, une situation à la balkanique. Dans cette partie de l'Europe, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Madame Cause, merci. C'est une règle du mainstream médiatique, l'oubli. Les médias oublient très facilement ce qu'ils avaient eux-mêmes mis à la une de leurs journaux pour suivre le mouvement le plus vendeur. Presque 3 ans après l'agression de l'OTAN contre la Libye, les conséquences désastreuses sont là. D'un pays stable, riche et indépendant, les puissances occidentales en ont fait une myriade de fiefs soumis à la volonté d'émirs locaux ou de compagnies pétrolières. Bien sûr, c'est au nom des droits de l'homme et de la liberté qu'on a rasé maisons et entreprises, qu'on a tué civils et militaires et que toute une société a été ruinée. Et c'est au nom du droit international que l'on a exécuté un chef d'État et emprisonné sa famille, ses ministres, ses fonctionnaires pour mieux les torturer et les tuer. Ce fut donc forcément une guerre propre et sans bavure. La réalité est tout autre, bien évidemment. La population libyenne a payé très cher une liberté qu'elle n'a jamais demandée et elle n'obtiendra plus désormais avant très longtemps. Et parmi la population libyenne, il est une catégorie qui a sciemment été livrée aux bourreaux islamistes en la présentant comme une force armée de Kadhafi, alors qu'elle n'était qu'une main-d'œuvre économique. Ce sont les populations noires de Misrata et de Tawarga. L'avocat français spécialisé en droit pénal et international, Maître Sekaldi, représente ces populations abandonnées. Maître Sekaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu comme étant l'ancien avocat de la Jamaïa libyenne et surtout du peuple libyen suite à l'agression de l'OTAN et notamment de la France contre la Libye. Et aujourd'hui, vous portez plainte devant les juridictions françaises pour crimes contre l'humanité et les actes de torture qui ont été commis contre la population, notamment noire, de Tawarga. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, j'ai été saisi par le Conseil des anciens de la ville de Tawarga pour porter plainte pour crimes contre l'humanité, actes de torture, contre à la fois les milices islamistes de Misrata d'une part, d'autre part les représentants des autorités publiques libyennes. Car qu'est-ce qui s'est passé à Tawarga? Entre le 8 et le 11 août, la ville a été soumise à des bombardements intensifs de longtemps. Le 11 août, les milices de Misrata ont pénétré à l'intérieur de la ville. En moins de 2 jours, la population noire de Tawarga a été obligée de quitter la ville. C'est désormais une ville fantôme. Les maisons sont détruites, vous avez des graffitis sur les murs sur lesquels il est marqué traite esclave. Depuis, la population de Tawarga, population noire, vit parquée dans des camps à Benghazi et à Tripoli. Ils n'ont aucun droit. De temps en temps, vous avez des milices, Misrata ou milices islamistes, qui, comme la semaine dernière, et qui tuent des femmes et des enfants. La semaine dernière, une femme et 3 enfants ont été tués. Tout ça se fait dans l'indifférence générale. Oui, 100 Ukrainiens valent plus que des milliers de Noirs de Tawarga assassinés, torturés, disparus, spoliés. C'est quand même absolument exceptionnel. La plainte pour crime contre l'humanité qu'il entend déposer devant la juridiction française à compétence universelle vise d'abord les autorités libyennes, mais également les autorités françaises et les membres de l'OTAN, qui ne peut être attaqué directement puisqu'il ne s'agit que d'un traité. Il n'y a plus aucun état de droit en Libye. On avait une espèce de tentative d'État récemment d'un général qui était affilié aux Américains. Il y a, en fait, c'est une zone de non-droit entre chefs de guerre. Qui sont les responsables? Qui sont les responsables de cette situation? Qui sont les responsables des actes de torture? Qui sont les responsables des assassinats sommaires
qui sont les responsables des détentions arbitraires, qui sont responsables des transferts de population, qui sont responsables de l'insécurité créée dans le Sahel saharien, qui sont les responsables de l'installation dans le sud Libye des réseaux d'Al-Qaïda. Eh bien, ce sont les États membres de la coalition de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle, après avoir porté plainte pour crimes contre l'humanité devant les juridictions répressives françaises, qui sont compétentes, en vertu de leurs compétences universelles tirées de la ratification par la France des conventions internationales traitant du crime contre l'humanité, le génocide et les actes de torture. Eh bien, je signerai l'État français. Je ne vais pas signer l'OTAN. L'OTAN, c'est un traité. Mais mon droit d'action est ouvert contre chacun des États membres de la coalition qui sont responsables de la situation actuelle en Libye. Et vous pensez que la plainte doit être recevable? Il n'y a pas de difficulté, sauf à faire dire au droit ce que l'on ne veut pas lui faire dire. La difficulté, la question ne se pose même pas. Je vous rappelle qu'en France, aujourd'hui, vous avez le procès d'un Rwandais qui est poursuivi pour le génocide commis au Rwanda. Eh bien, les juridictions répressives françaises sont compétentes pour connaître des crimes contre l'humanité et des actes de torture, traitement inhumain sur la personne commis contre les populations noires de Tawarga. Marcel Sekaldi, ancien avocat de la Yarmaria libyenne et de la famille du colonel Kadhafi, est un grand connaisseur de l'Afrique et des jeux sombres que la France y joue pour le compte de l'OTAN, du Qatar, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Il a bien voulu étendre son analyse au Mali, à la Syrie, à la Centrafrique, à la Côte d'Ivoire et à l'Algérie. Est-ce que vous pensez que la situation en Libye peut se stabiliser avec l'émergence d'un pouvoir légal fort ou un retour à la normale? Mais vous n'avez pas, c'est pas possible. À intervalles réguliers, vous avez des réunions en Turquie où vous avez à la fois Belhadj, chef islamiste, où vous avez le représentant, le chef du parti de la justice et de la solidarité, l'équivalent du parti islamiste turc, qui rencontre des représentants des organisations islamistes. Vous avez le rôle de la Turquie dans le conflit libyen, comme vous l'avez d'ailleurs dans le conflit syrien. Vous avez le rôle du Qatar, qui finance les milices islamistes et qui finance les milices de Misrata, comme le Qatar d'ailleurs a financé ce que j'appelle moi les talibans qui s'étaient installés au nord du Mali, comme le Qatar a financé l'épisode de la Séléka dont on connaît maintenant les résultats en Centrafrique. Pays que vous avez qualifié de pays faiseur de guerre. Oui, c'est un pays faiseur de guerre, oui, c'est tout à fait clair. Mais si vous voulez, c'est tout à fait clair. Comment voulez-vous qualifier un pays, comment voulez-vous qualifier autrement un pays qui, au nord Mali, sous le couvert d'ONG qatari, finançait, transportait de l'argent à destination de ces réseaux islamistes dans des sacs de riz. Comment qualifiez-vous un pays qui finance les milices terroristes de Misrata qui mettent la Libye en coupe réglée? Comment pouvez-vous qualifier un pays qui finance les islamistes les plus radicaux en Libye? C'est justement la position étonnante de la France qui accepte l'argent du Qatar dans ses banlieues, mais finalement opposée à ce même argent un peu partout en Afrique, comme on dit au Mali, au Sahel, en Centrafrique, en Libye, en Syrie, indirectement. Mais parce que nous n'avons pas de vision politique. La France n'a pas de politique internationale, il y a bien longtemps qu'elle n'en a pas, mais elle n'en a plus, et Hollande ne fait pas exception à la règle de Sarkozy. Il n'y a pas de politique internationale. Nous n'avons pas de politique indépendante et autonome. Nous intervenons comme étant les petits supplétifs de l'impérialisme américain. Écoutez, je vais vous donner un exemple, moi, qui me fait tomber de la chaise. Vous avez vu cette communication téléphonique entre la sous-secrétaire d'État américaine, chargée de l'Europe, avec l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit au téléphone? L'Europe, on n'en a rien à cirer. Non, je crois qu'elle a été même trop brutale. L'Europe, on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est l'Europe qu'on envoie.
Oui. La politique, il n'y a pas de politique européenne. On a une politique européenne qui est une politique supplétive de l'impérialisme américain. On voit d'ailleurs souvent maintenant l'armée française, avec toutes ses qualités humaines, comme étant une compagnie de CRS au service de l'OTAN, quand on voit un plan d'Afrique à droite ou à gauche. Oui, mais absolument, si vous voulez, mais vous pouvez décliner l'ensemble des erreurs. La France est intervenue en Centrafrique. Elle devait intervenir en Centrafrique. Elle a eu raison d'intervenir en Centrafrique. Mais il fallait intervenir avant. Oui, et surtout maintenant, je reproche d'ailleurs de faire le jeu des sélections. Voilà, il fallait intervenir avant. Il fallait intervenir lorsque Bozizé avait demandé l'intervention française. Je ne porte pas de jugement de valeur sur la présidence de Bozizé. Je dis simplement qu'il fallait intervenir à ce moment-là et imposer ces conditions à Bozizé. On a attendu 1 an pour le faire. Au prix de combien de milliers de morts et de déplacés. Alors on dit que la prochaine étape du jeu de déstabilisation américaine sera l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, la politique américaine est une politique qui vise à installer le chaos. Quand vous installez le chaos, vous l'avez vu en Irak, vous l'avez vu en Syrie, mais là ça a échoué, parce qu'il y avait un pouvoir fort. Car lorsqu'il y a le chaos, vous pouvez dominer les peuples. Lorsque vous avez en face de vous des États forts, il est plus difficile de leur imposer votre politique. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait en Irak. Vous avez vu le résultat. En Libye, vous avez vu le résultat. La seule exception, c'est la Syrie. Parce que vous avez un pouvoir qui tient. Syrie et Venezuela, pour un temps qui a voilà, pouvoir qui tient. Mais sinon, c'est la politique du chaos. Vous savez, les Américains présentent cet avantage. Ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Alors reportez-vous aux rapports qui ont été établis dans les années 2000 du National Security Council, et vous avez la politique américaine. Politique américaine d'ailleurs que le gouvernement soit démocrate ou républicain, que le président soit républicain ou démocrate, peu importe. Car la politique américaine, contrairement à la politique de la France, répond à un axiome. Où se trouve l'intérêt des États-Unis? Et à d'autres. Vous avez été aussi avocat d'une partie civile en Côte d'Ivoire. On voit que la situation en Côte d'Ivoire est loin de déstabilisée, puisque les bandes rebelles, enfin maintenant légales, font régner la terreur un peu partout. Est-ce que la situation là aussi c'est clair au niveau du TPI Écoutez, la Cour pénale internationale, c'est une... écoutez, non mais c'est une plaisanterie. Non mais écoutez, c'est une plaisanterie. En plus, cette institution n'a pas de chance, si vous voulez. Elle a commencé par avoir un procureur aux allures de danseur de tango argentin. Maintenant, elle a une ancienne ministre de la Justice gambienne. Ça vous étonne que la CPI donne cette image? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. La CPI est l'instrument, là aussi, des grandes puissances. Oui, mais certains pays africains maintenant refusent de ça. Mais écoutez, il ne faut pas se moquer du monde, quand même. Le Conseil de sécurité est un organe qui peut saisir la Cour pénale internationale. Et parmi les membres du Conseil de sécurité, vous en avez 3 qui n'ont pas adhéré au statut de Rome. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Bien. Ce qui est apporté au crédit de la Russie et de la Chine, c'est qu'ils sont logiques avec eux-mêmes. Ils n'entendent pas saisir la Cour pénale internationale. Mais les États-Unis, qui ont refusé d'adhérer au statut de Rome, passent leur temps à demander au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale. Alors c'était pour la Libye, ensuite c'était pour la Syrie. Mais de qui se moque-t-on? Vous savez, je vais vous donner une anecdote. J'ai téléphoné il y a quelques mois à la Cour pénale internationale. Vous savez que à la CPI, vous avez 2 langues officielles à la CPI, vous avez le français et l'anglais. Bien. J'ai mis 1h30 pour tomber sur une locutrice de langue française. Mais à un moment, au détour, vous savez, du standard qui vous passe de tel poste à tel poste, je suis tombé sur une anglo-saxonne et je lui ai posé la question: quelle est votre nationalité? Elle m'a répondu américaine. Mais dites-moi, qu'est-ce que fait une américaine à la Cour pénale internationale? Que fait la ressortissante d'un pays à la Cour pénale internationale qui n'a pas ratifié le statut de la Cour? Il faut arrêter. Donc c'est bien la justice des vainqueurs. C'est la justice des vainqueurs, bien entendu. Bien entendu.
Mais vous savez, les meilleures choses ont une fin. Vous avez la compétence universelle qui est reconnue sur le plan international, qui sont contraires aux conventions internationales ratifiées par les États membres de l'ONU. Eh bien, ce sont les juridictions nationales qu'il faudra saisir et non pas la Cour pénale internationale qui, avec son mode de fonctionnement actuel, est promise à une belle fin. Personne ne la regrettera. Merci. Merci. Jeudi 27 février, l'ONG Amnesty International a publié un communiqué de presse ainsi qu'un rapport intitulé « La gâchette facile, le recours disproportionné à la force par Israël en Cisjordanie ». Grâce au recueil de nombreux témoignages et d'une recension des morts et des blessés dus à l'armée israélienne en Cisjordanie, ce rapport pointe du doigt la violence et le mépris pour les vies humaines des soldats israéliens. En effet, durant une période de 3 ans, de 2011 à 2014, l'armée israélienne, en hébreu Tsahal, a causé la mort de 45 personnes ainsi que 261 blessés graves et 8000 blessés légers. Amnesty International a souligné le fait que dans certains cas, les impacts de balles étaient dans les dos des victimes. Autrement dit, c'est alors que des individus prenaient la fuite qu'ils ont été abattus. Au regard du droit international, de telles exactions peuvent être qualifiées de crimes de guerre. L'armée israélienne a répondu à la parution de ce rapport que l'année 2013 avait vu une très nette augmentation des attaques au jet de pierre. Elle a aussi affirmé que toute bavure ferait l'objet d'une enquête approfondie. Or, on constate que durant l'intervalle 2011-2014, un seul soldat a été condamné pour abus de violence. C'est donc en toute impunité qu'Israël peut asseoir sa domination et instaurer la terreur dans les territoires occupés. À noter que ce rapport d'Amnesty International ne traite que les exactions de l'armée israélienne en Cisjordanie. Une enquête similaire dans la bande de Gaza permettrait sans aucun doute de révéler au grand jour la façon dont les habitants de ce territoire sont traités. Cette utilisation abusive de la violence semble être devenue une constante de l'armée israélienne depuis les intifadas de 1987 et de 2000. Entre 2000 et 2008, on dénombrait déjà plus de 5000 Palestiniens tués lors d'affrontements ou de manifestations. Ce rapport, pourtant accablant pour Israël, n'a fait que très peu de bruit et n'a peu ou pas été repris par les grands médias. À titre de comparaison, malgré une situation beaucoup plus floue et plus chaotique, l'une des premières décisions du nouveau Parlement ukrainien a été de déclarer vouloir juger Viktor Yanukovych pour crime contre l'humanité. Dans le cas d'Israël, pas un homme politique ne s'est exprimé publiquement sur les accusations de crimes de guerre contre l'État hébreu. Le silence qui entoure la parution de ce rapport n'est pas sans rappeler l'absence d'informations concernant la visite de Manuel Valls au ministre des Affaires étrangères israélien et leader de l'extrême droite Avigdor Lieberman. En effet, le ministre du désordre intérieur, si prompt en France à traiter de fascistes et de fauteurs de troubles tous ceux se situant à droite de sa ligne politique, a beaucoup moins de scrupules à s'entretenir avec le dirigeant du parti Israël Notre Maison. Un parti dont les militants n'hésitent pas à défiler dans les rues en arborant le drapeau israélien et en scandant « Mort aux Arabes ». Contre toute attente, ce parti possède une véritable légitimité depuis qu'il s'est allié à la formation de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Likoud. Avec un tel parti au pouvoir, il n'est pas étonnant de voir l'armée israélienne s'en prendre de manière gratuite aux populations arabes de la région. Il n'est pas surprenant non plus de voir le pouvoir consacrer 6,9% de son PIB à sa défense nationale, soit 14 milliards de dollars en 2012. C'est proportionnellement plus que le budget de la défense américaine qui, lui, représente 4,5% du PIB états-unien. Le budget militaire israélien devrait, selon les déclarations officielles, encore s'accroître durant l'année 2014. Pas plus que le rapport d'Amnesty International ou que la rencontre de Valls avec Lieberman, la politique anti-migratoire israélienne ne fait de bruit. Car Israël est un des seuls pays au monde à pouvoir fermer ses frontières et refuser l'immigration sans déclencher un flot de critiques et de reproches, comme ce fut le cas avec les résultats du vote suisse contre l'immigration. Cette politique anti-migratoire a pour but de garantir une majorité juive au sein de l'État d'Israël. Une majorité mise en péril par la démographie actuelle. Le taux de natalité étant plus fort chez les Arabes israéliens que chez les Juifs israéliens. En 2013, malgré les manifestations d'immigrés africains provenant majoritairement d'Érythrée et du Soudan, le Premier ministre a réaffirmé vouloir augmenter le nombre d'expulsions, ce nombre ayant déjà été multiplié par 6 entre 2012 et 2013.
Curieusement, et contrairement aux pseudo-élites européennes, l'immigration ne semble pas être ici considérée comme une chance. Ces particularités de l'État israélien, que dans d'autres pays certains n'hésiteraient pas à qualifier de violation des droits de l'homme, n'empêchent pas celui-ci de recevoir le soutien des puissances occidentales. Le 14 février, Manuel Valls avait créé une polémique en se déclarant, je cite, « lié de manière éternelle à la communauté juive quand même ». Fin de citation. Il y a une semaine encore, la chancelière allemande se déplaçait pour rencontrer le Premier ministre israélien et malgré une faible critique contre le processus de colonisation mené par l'État hébreu, pour affirmer une nouvelle fois l'amitié unissant l'Allemagne et Israël. Un peu plus tard, le président israélien Shimon Peres remettait à Angela Merkel la médaille de la distinction pour la lutte contre l'antisémitisme et pour la sécurité d'Israël. Une médaille pas forcément honorifique quand on sait que la sécurité d'Israël passe par la répression sanglante de populations civiles au mépris du droit international et dans une indifférence quasi totale. Pendant que les projecteurs et les caméras restaient braqués sur les manifestations de Kiev ou de Caracas, les grands médias ont visiblement manqué de personnel pour couvrir les manifestations populaires qui se déroulent depuis 3 ans au Bahreïn. Ce petit pays insulaire d'Arabie est situé près de la côte ouest du golfe Persique au Moyen-Orient. Le désert représente 92% de son territoire où les terres arables sont en voie de disparition. L'économie repose, comme pour la plupart de ses voisins, sur l'exploitation des ressources naturelles, principalement énergétique, avec le pétrole et le gaz naturel, mais également sur la pêche, une activité majeure avec la récolte des perles. Voilà pour le décor. Mais c'est là que se joue un drame qui ne semble pas émouvoir ni l'Union européenne ni les États-Unis, si promptes d'habitude à larmoyer pour défendre la liberté et la démocratie. C'est pourtant pour cette cause que 300 000 personnes ont manifesté dans Manama, la capitale du pays, pour marquer le 3e anniversaire de l'insurrection populaire dans la résidence de la 5e flotte américaine dans le golfe Persique. Contrairement aux révoltes en Égypte, en Libye et en Syrie, ce soulèvement populaire n'a pas été créé et manipulé par les manœuvres de l'Occident ou de forces spéciales. Et ils étaient bien plus nombreux encore à travers tout le pays à défier le gouvernement, la violence de la police et un système de justice médiéval. En effet, les tribunaux sont régulièrement utilisés comme un outil politique pour punir les dissidents. Ils défilaient justement en scandant des slogans hostiles au roi Ahmad qui venait de signer un projet de loi imposant une peine d'emprisonnement de 7 ans et une amende allant jusqu'à 20 000 € pour l'avoir insulté. Des mesures prises suite aux manifestations de juillet qui dénonçaient les interdictions de sit-in ou de rassemblements publics dans la capitale. Contrairement à Kiev, la police anti-émeute n'a pas fait preuve d'une grande retenue. Elle n'a pas tardé à user de manière excessive des gaz lacrymogènes et à tirer sur les manifestants, provoquant des centaines de blessés et la mort de 93 d'entre eux. Au moins pour cela, éviteront-ils le sort des 2200 prisonniers politiques qu'accueillent les geôles du pays où l'on pratique la torture comme discipline nationale. Depuis 3 ans d'insurrection, de multiples cas de violation des droits humains par le gouvernement ont été recensés. Le large mécontentement social de la population, majoritairement chiite, est maintenu par la terreur du pouvoir monarchique sunnite qui n'a pas hésité à avoir plusieurs fois recours aux puissances voisines que sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, d'importants clients de la France, notamment en achat d'armement, pour mater ces révoltes populaires, Riyad ayant elle-même fait intervenir des troupes pakistanaises pour la basse besogne. Cette répression inutile et brutale a embrasé le pays jusque dans les villages. Dans certains districts, les Bahreïnis ont répliqué aux violences policières en lançant des cocktails Molotov et, comme sur la place Meydan, ils ont érigé sur la place de la Perle des barricades de pneus qu'ils ont enflammées. Les 300 000 manifestants à Bahreïn, dont les exigences portaient sur l'obtention de véritables droits politiques participatifs, sont restés largement ignorés par les médias, les États comme les ONG internationales. Manque de chance pour eux ou erreur de communication, ils n'ont pas pensé à réclamer leur adhésion à l'Union européenne. Alors circulez, il n'y a rien à voir et contentez-vous d'approuver les coups d'État contre les gouvernements légitimes de Kiev ou de Caracas. Pour les démocraties occidentales et leurs alliés, il en va pour la liberté comme pour l'écrivain américain Mark Twain qui déjà au XIXe siècle constatait, je cite, « Dans notre pays, nous jouissons de ces 3 choses parmi les plus précieuses qui soient, la liberté d'expression, la liberté de conscience et la grande prudence de ne pas les exercer. »
Nous avons vu dernièrement que la mobilisation générale décrétée par Nicolas II avait été à l'origine de la Grande Guerre de 14-18 qui a mis le feu à l'Europe. Cependant, le tsar, conscient du drame qui se préparait, a signé le 24 juillet une simple mobilisation partielle sans en avertir la République française, comme l'exigeait le traité franco-russe. Il voulait en effet gagner du temps, espérant toujours que la raison prendrait le dessus. Car il savait que la mobilisation générale, c'était la guerre assurée, comme l'avaient stipulé dès 1892 les signataires du traité franco-russe. Ils tentent donc de résister aux va-t-en-guerre qui veulent profiter du conflit pour imposer leur idéologie panslave. À leur tête, c'est Sazonov qui, aveuglé par sa haine contre les Autrichiens, le harcèle chaque jour, soutenu par ses complices du haut état-major de l'armée, avec à leur tête le grand-duc Nikolai Nikolaïevitch, un général qui n'avait jamais connu le feu. C'est sous leur pression et sous la menace que Nicolas II finit par signer le décret fatal en murmurant, consterné à Sazonov, « Pensez aux milliers et milliers d'hommes qui vont être envoyés à la mort ». Mais celui-ci, pour être sûr que le tsar ne revienne pas sur sa décision, fait couper le téléphone du palais Alexandre. Dans une dernière tentative, le tsar essayera de sauver la paix en télégraphiant à son cousin Guillaume II afin d'arrêter la course vers l'abîme qu'il avait déclenchée malgré lui. Guillaume lui répond « C'est toi qui portes la responsabilité de la guerre ou de la paix. La paix peut être sauvée si tu consens à arrêter les préparatifs militaires menaçant l'Allemagne et l'Autriche. » Mais Nicolas II ne peut plus rien faire. Il est l'otage de ses ministres et du traité qui le lie aux revanchards français qui ont besoin de l'armée russe pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Dans la rue, les Russes sont plutôt favorables à la guerre, remontés par la propagande des journalistes corrompus, par l'idéologie slavophile et panslave, et par les jacobins de l'alliance franco-russe qui se moquent comme d'une guigne de la Russie. Mais à la cour, tout le monde ne partageait pas leur imprudence criminelle. Parmi les personnalités lucides autour du tsar, deux esprits dominaient. Son ancien premier ministre, le comte de Witte, et le moudjik Raspoutine. Le premier voyait dans la folie meurtrière de la guerre la fin du tsarisme. Il n'est pas le seul. Lénine partage la même vision des conséquences de la guerre, puisqu'en 1913, il écrit à Gorky « Une guerre entre la Russie et l'Autriche serait bénéfique pour la Révolution ». Ainsi, quand le conflit éclatera, il s'en réjouira et conseillera de tout faire pour concourir à la défaite, trahissant ainsi la Russie en proposant aux autorités allemandes un programme d'action en 7 points. Pour Raspoutine, qui avait déjà prévenu le tsar en 1908, quand la Bosnie-Herzégovine avait été annexée par l'Autriche-Hongrie, les Balkans ne valent pas une guerre. En juillet 1914, de Sibérie, il écrit au tsar pour le mettre en garde, je cite, « Que papa ne fasse pas la guerre signifie la fin de la Russie et de vous-même, vous périrez tous. » Il précise qu'il a eu la vision de la Russie, elle est toute noyée de sang. Le starets payera son pacifisme de sa vie 2 ans plus tard dans un complot soutenu par l'Angleterre. À Saint-Pétersbourg, l'euphorie est quasi générale dans la population. À la déclaration de guerre par Guillaume II, un tédéum est célébré au Palais d'Hiver, à l'issue duquel le souverain s'adressera à ceux qui étaient présents pour l'événement. Il ira également saluer son peuple, rassemblé sur la place du Palais. Le lendemain, toute une foule envahit le centre-ville en promenant des icônes de l'ambassade de Serbie à l'ambassade de France et s'arrête pour prier devant la cathédrale Notre-Dame de Kazan, au milieu de la perspective Nevski. C'était encore les nuits blanches et à la faveur de la clarté nocturne, des milliers d'entre eux poursuivent jusqu'à la place Saint-Isaac pour attaquer l'ambassade d'Allemagne, pillant sur leur passage les locaux de la Petersburger Zeitung et le café Reuters. 1 mois après le début de la guerre, croyant faire un geste démagogique, Nicolas II débaptise Saint-Pétersbourg pour lui donner le nom déchristianisé de Pétrograd, plus sensible à la classe dominante des bourgeois patriotes et sinistre présage des années sanglantes à venir en février et en octobre 1917. En fait, Nicolas II se trompait. En tentant de faire disparaître Saint-Pétersbourg, il l'exaltait. Même les terroristes bolcheviques s'insurgèrent contre cet état de fait et dès la révolution de février, ils demandèrent qu'on rende son nom à la ville. Trotsky déclarant même qu'elle avait accompli la dite révolution toute seule, le reste du pays n'ayant fait que suivre. Sur ces plateaux moscovites, l'émission À bâton rompu, animée par Alexandre Artamanov et Oksana Bobrovitch de La Voix de la Russie, a reçu le général Henri Pinard-Legris, président de l'association de soutien de l'armée française, breveté parachutiste et instructeur commando. Ce général de brigade, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans la Légion, est également breveté de l'École supérieure de guerre. Très critique sur les évolutions actuelles de l'armée française, il ne mâche pas ses mots et explique à tout un chacun ce qu'il pense de l'organisation de la défense nationale et de l'état d'une armée qui mérite mieux que ce qu'elle a.
Il s'agit donc du manifeste des armées françaises. Il y a quelque temps, ce manifeste a été sorti par les sentinelles de l'Agora. D'ailleurs, je voulais vous demander tout de suite, en faisant du tac au tac ou presque, mon général, je crois que l'ASAF n'a rien à voir avec les sentinelles de l'Agora, si je comprends bien. Nous sommes en relation avec un certain nombre de groupes d'officiers, ou voire de sous-officiers d'ailleurs, qui participent à la réflexion. Et donc, toute cette expression de militaires ou de gens civils qui s'intéressent aux questions militaires est intéressante pour nous, et nous relayons de façon à donner aux Français un maximum d'informations et les faire participer au débat sur la défense. Parce que c'est quand même l'une de nos missions prioritaires. D'accord, merci. Et donc, la question, en principe, c'est votre analyse, finalement, donc, des grands points, si je veux dire, des points d'interrogation peut-être, donc, posés par ce manifeste des armées françaises. Rappelez les points principaux. Il s'agit d'une analyse peut-être un peu crue, sous sa forme, mais tout de même allant dans le sens de la critique de la politique de la défense menée par l'Élysée à l'heure qu'il est, avec peut-être une demande de la part des militaires qui ont préféré rester anonymes, peut-être, donc en se faisant appeler les sentinelles de l'Agora, et qui voulaient tout de même qu'on accorde une place un peu plus grande à la défense par rapport à ce que l'Élysée semble avoir tendance à lui accorder aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, ou plutôt cette demande émanant des sentinelles de l'Agora? Qu'est-ce que vous en dites en tant que le président de l'ASAF? Alors, je crois que les sentinelles de l'Agora ne constituent pas un groupe d'anonymes, puisque ce document a été adressé par un certain nombre de sentinelles, et ils ont signé eux-mêmes ce manifeste auquel ils adhéraient. Donc c'est un groupe qui est nominatif, bien identifié, si vous voulez. Deuxièmement, le problème qui est soulevé, c'est un problème plus général qui ne concerne pas d'ailleurs exclusivement le gouvernement d'aujourd'hui, c'est d'une façon générale les réductions systématiques, continues, des crédits alloués à la défense, les réductions de personnel, puisque en l'espace de 11 ans, l'armée française a perdu ou va perdre 80 000 hommes et femmes de la défense engagés, si vous voulez, puisque maintenant on est une armée de professionnels. Donc c'est-à-dire que c'est un quart des effectifs qui vont disparaître en moins de 10 ans. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les menaces ne se réduisent pas, bien au contraire, et les missions demeurent. C'est toujours garantir l'intégrité du territoire, la protection des populations et la défense de nos intérêts. Donc, dans cette période un peu sensible sur le plan financier, sur le plan économique, etc., on constate que les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, poursuivent inlassablement ces réductions systématiques de moyens militaires, de moyens financiers d'abord, qui se traduisent par des baisses de capacités militaires. Et je crois qu'à un horizon qui n'est peut-être pas forcément très éloigné, on aura besoin, et l'actualité le montre, de moyens militaires plus importants. Je constate qu'en Europe, tous les pays ont tendance à baisser leur budget militaire, alors que partout ailleurs, même en Russie, les budgets militaires augmentent. Donc, je crois qu'il y a un rééquilibrage à faire, et l'ASAF a pour mission de relayer et aussi ces voix qui s'expriment à droite et à gauche, toujours argumentées, toujours très, très pointues et très précises, montrant notamment, lors des opérations, les limites de nos capacités. Voilà. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.